Paris compte environ 1 million d'habitants. Et en 1861, donc 20 ans plus tard, la population est passée à 1 700 000 habitants. Alors pourquoi un tel boom démographique et surtout en aussi peu de temps? Il y a d'abord une raison, disons, politico-fiscale. En 1860, Napoléon III, qui est au pouvoir, décide d'annexer à Paris les communes situées entre la barrière des fermiers généraux et l'enceinte militaire. Donc avec cette annexion, Paris, en une loi, augmente ses recettes fiscales, double sa superficie et gagne près de 400 000 habitants. Autre raison du boom démographique de la ville, le contexte économique. Paris est devenu une ville de l'âge industriel, ce qui attire une population ouvrière de plus en plus nombreuse. Et ensuite, il y a l'arrivée du train. 1837, 1850, 1860, vous le voyez, le réseau en étoile se dessine progressivement et toutes les lignes convergent vers la capitale. Résultat, Paris est confronté à un afflux de population, ce qui ne fait qu'aggraver une situation urbaine déjà préoccupante, car les arrondissements populaires sont déjà surpeuplés. Exemple, le quartier des Halles compte plus de 1000 habitants à l'hectare, ce qui signifie que chaque habitant ne dispose que de 8 mètres carrés pour vivre, soit un espace de 2 mètres sur 4. Autre mal dont souffre Paris, alors, l'insalubrité. Ainsi, entre 1832 et 1849, on estime à 40 000 le nombre de victimes du choléra. Enfin, il y a la circulation. En 1853, la revue Le Magasin Pittoresque recense 60 259 voitures à Paris. Le journaliste écrit, je le cite, « Si l'on rangeait sur une seule ligne toutes ces voitures avec leurs attelages, elles occuperaient 300 km. Et quand on sait qu'à l'époque, la longueur cumulée des rues n'excède pas 500 km, on imagine bien les problèmes de circulation à l'échelle de la capitale. En somme, Paris étouffe. Napoléon III décide alors de transformer la ville et d'en faire un modèle d'urbanisme et d'hygiène. Il s'entoure alors de 3 hommes, un préfet, Georges Eugène Haussmann, chargé d'assurer la coordination du projet et de gérer son financement, et puis 2 ingénieurs des ponts et chaussées, Eugène Belgrand pour l'assainissement et Jean-Charles Alphand pour les espaces verts. Et le programme tient en 3 mots, aérer, unifier, embellir. Pour cela, la ville va être entièrement repensée. L'idée est de restructurer Paris autour de 2 grandes percées, reliées par des voies concentriques, à partir desquelles rayonnent quelques grands axes en direction de la périphérie. Voilà pour le principe. Ce projet urbanistique d'une ampleur inégalée est alors planifié et il va, pendant 17 ans, transformer Paris en un véritable chantier. Des quartiers entiers sont éventrés et ces démolitions spectaculaires vont donner naissance à de larges avenues. Le plus souvent, ces percées sont conçues pour déboucher sur des monuments phares, des repères, situés aux intersections de ces nouveaux grands axes. Maintenant, regardez ce plan édité en 1864. Une grande partie des percées d'Haussmann y figure déjà, ainsi que plusieurs nouveaux monuments ou équipements publics. C'est le cas des nouvelles halles centrales, construites par l'architecte Victor Baltard. Ces 10 pavillons de fonte, de zinc et de verre serviront de modèle à de nombreux architectes du XXe siècle. Les halles Baltard, le ventre de Paris selon Émile Zola, seront démolies en 1971. Un des pavillons a été remonté à Nogent-sur-Marne, près de Paris. Une partie d'un autre se trouve au Japon et le reste a été vendu au prix de la ferraille. Mais Haussmann ne se contente pas d'aménager Paris ou de tracer de nouvelles voies. Il définit aussi les règles architecturales qui doivent s'appliquer aux bâtiments privés. Les nouveaux immeubles sont tous conçus pour mettre en valeur la perspective de la rue. Cet alignement parfait des façades, des balcons, des corniches va caractériser le style qu'on appellera haussmannien et donner à la ville sa grande unité architecturale. Maintenant, regardons les espaces verts. L'architecte et paysagiste Jean-Charles Alphand va doter Paris de 2 poumons en redessinant les bois de Boulogne et de Vincennes. L'exposition universelle de 1889 va doter Paris de l'un de ses monuments les plus spectaculaires, la Tour Eiffel. Et puis une autre exposition universelle, celle de 1900, va faire naître la première ligne du métropolitain.
Paris est alors la capitale moderne par excellence, la ville lumière. Elle compte 2 714 000 habitants en 1901, soit 450 000 habitants de plus qu'aujourd'hui en 2013. Eh bien, ces chantiers haussmanniens que nous venons de détailler ont fait naître et organiser l'urbanisme de ce Paris que nous connaissons aujourd'hui.